En Guinée, les recherches se poursuivent après l'éboulement survenu lundi dans une mine artisanale d'or du nord-est du pays. Le bilan provisoire fait état d'au moins 11 morts, plusieurs blessés et de nombreux disparus. Au Soudan, les combats continuent de faire des victimes malgré l'éloignement de certaines zones du front. De nouvelles attaques de drones attribuées aux forces de soutien rapide ont frappé plusieurs villes du pays, causant la mort de nombreux civils. Bonsoir à tous. Selon un bilan toujours provisoire, le glissement de terrain survenu lundi 8 juin a fait au moins 11 morts ainsi que plusieurs blessés et de nombreux disparus. Ce genre de catastrophe n'est pas rare en Haute-Guinée où des ressortissants ouest-africains prennent des risques considérables pour exploiter au péril de leur vie des mines artisanales abandonnées dans l'espoir de trouver de l'or. Un éboulement meurtrier a eu lieu dans une mine artisanale d'orpaillage à Kitigan, dans le nord-est de la Guinée, ce lundi 8 juin. Selon un bilan toujours provisoire fourni par les secours et différentes sources locales, le drame a fait au moins 11 morts ainsi que plusieurs blessés et de nombreux disparus. 2 jours après le drame, les opérations de recherche qui se déroulent dans des conditions particulièrement difficiles, en pleine saison des pluies et alors que le matériel fait défaut, se sont poursuivies ce mercredi 10 juin pour tenter de retrouver d'éventuels survivants ou d'autres victimes ensevelies sous les décombres. Selon plusieurs sources sécuritaires et humanitaires, 2 camions bennes auraient en effet été ensevelis lors du glissement de terrain, faisant craindre un bilan beaucoup plus lourd. Sur les 18 personnes que l'un d'eux transportait, 7 ont réussi à s'échapper, 4 ont été blessés tandis que les 7 autres ont été tués. Alors que ce genre de catastrophe n'est pas rare en Haute-Guinée où des ressortissants ouest-africains prennent des risques considérables pour exploiter au péril de leur vie des mines artisanales abandonnées dans l'espoir de trouver de l'or. La population locale et les familles endeuillées dénoncent le non-respect des règles de sécurité sur ces sites où les contrôles sont par ailleurs limités et les mesures de prévention insuffisantes. En Côte d'Ivoire, alors que le district autonome d'Abidjan procède à des séries de démolitions de quartiers précaires ces derniers jours à cause de la saison des pluies, un scandale fait surface. Plusieurs dizaines d'hectares du quartier Campement, dont la commune de Koumassi, ont été détruits sur l'ordre d'un certain Jacques Brou. Problème, selon le procureur de la République, cet homme n'en avait pas l'autorisation. Une enquête a été ouverte. Mercredi 3 juin, les habitants du quartier Campement Abidjan, en Côte d'Ivoire, ont été pris de court par deux pelleteuses et des bulldozers. Des ouvriers ont tout cassé, maisons, meubles, commerces. Ils ont agi sur instruction d'un homme Jacques Brou qui était épaulé par les forces de l'ordre sur les réseaux sociaux. Cette personnalité a diffusé une vidéo. Dans celle-ci, Jacques Brou brandit un document affirmant détenir une autorisation pour raser près de 34 hectares dans cette zone. Une semaine après, les habitants du quartier sont plongés dans la précarité. L'un d'eux, Issouf, erre au milieu des ruines de sa maison. Ce père de 5 enfants dort aujourd'hui à même le sol dans une mosquée après la destruction de son domicile du jour au lendemain. C'est vraiment un coup dur pour nous. On a été surpris. On ne savait même pas ce qu'on devait faire. On n'a pas été prévenu, rien. Le moment où je suis revenu pour prendre ma télé, les corps habillés m'ont empêché de rentrer. Donc, on est sorti, on a tout laissé derrière nous parce qu'on ne savait pas comment faire. Au quartier Campement, il ne reste que des tas de gravats, des toits en tôle cassés, des meubles brisés. Au milieu des débris, sous la pluie, certains habitants cherchent encore des habits, d'autres des documents administratifs. Les familles squattent où elles trouvent de la place. La vidéo diffusée par Jacques Brou pour justifier ces destructions a attiré l'attention des autorités. Après vérification, ce document n'autorise aucune démolition de construction, écrit le procureur de la République, soulignant que la demande de Jacques Brou portait sur seulement 5 habitations. Cette demande a par ailleurs été rejetée par le tribunal. Cette révélation suscite indignation et colère tant de la société civile que des partis politiques. Au Soudan, de plus en plus de civils meurent quotidiennement en raison de l'utilisation croissante des drones par les deux belligérants qui s'opposent depuis plus de 3 ans. Les forces de soutien rapide et l'armée, selon l'ONU, les drones armés concentrent désormais plus de 80% des morts civiles liées au conflit.
Loin de la ligne de front, dans le sud du pays, les drones des forces de soutien rapide ont fait leur retour dans la capitale Khartoum. Ils ont visé mardi 9 et mercredi 10 juin des sites militaires et civils à Bari et à Omdurman. Les habitants ont entendu les déflagrations de leurs armes de défense anti-aérienne, mais aucune victime n'était à déplorer dans la capitale contrôlée par l'armée. En l'occurrence, c'est dans la ville d'El Obeid, au Kordofan du Nord, qu'il y a eu le plus grand nombre de victimes. 23 civils et 19 blessés selon ONG des avocats de l'urgence du Darfour. Les frappes de drones des paramilitaires ont débuté ce mercredi soir et ont visé des quartiers résidentiels autour de la base du 5e régiment de l'armée ainsi qu'un cimetière. Jeudi 11 juin au matin, c'est un camion de transport alimentaire qui a été visé à l'entrée sud d'El Obeid par un drone de FSR. Son conducteur est mort. El Obeid est assiégé depuis plusieurs mois par les forces de soutien rapide. Quant à Delhi, capitale du Kordofan du Sud, elle a été, selon l'armée, cible d'attaques de drones visant les civils, faisait 7 morts. Parallèlement, l'armée a également accentué ses attaques de drones au Darfour et au Kordofan visant les voies de ralliement de FSR. Les paramilitaires ont été visés par exemple à Tiné, à la frontière avec le Tchad, ville qui permet de ravitailler les forces alliées à l'armée. Human Rights Watch a appelé par ailleurs l'armée soudanaise à punir les chefs de FSR qui ont fait défection et qui ont rejoint l'armée pour leur rôle dans les crimes dangereux commis par les FSR au Darfour. Al-Nour Al-Koba et Ali Reskala, alias Savannah, ont tous les deux participé au siège et à l'attaque de la ville d'El Fasher, épicentre de la souffrance au Soudan. Le Niger criminalise l'homosexualité dans son nouveau code pénal, selon le journal officiel consulté jeudi 11 juin par l'AFP. C'est une première dans ce pays majoritairement musulman et conservateur où l'homosexualité était jusqu'à présent un tabou mais n'avait jamais été inscrite comme une infraction pénale. Plusieurs pays de la sous-région ont durci leur législation en la matière depuis l'an dernier. La réforme du code pénal avait été engagée au Niger sous le régime du président Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'État en juillet 2023. Promulgué depuis plusieurs semaines, les nouveaux textes étaient jusqu'ici passés relativement inaperçus. 5 articles prévoient désormais des lourdes peines, des prisons et amendes. Ainsi, un acte impudique ou contre nature des relations sexuelles entre personnes de même sexe, ainsi qu'un changement ou une tentative de changement de sexe sont désormais passibles de 5 à 10 ans d'emprisonnement. Ces faits peuvent également être sanctionnés par des amendes allant jusqu'à 5 millions de francs CFA. Les sanctions sont encore plus lourdes pour les mariages entre personnes de même sexe. Le nouveau code pénal prévoit des peines de 10 à 20 ans d'emprisonnement à l'encontre des personnes concernées, mais aussi de leurs témoins ou organisateurs. Les mêmes peines s'appliquent aux gérants des clubs ou d'associations homosexuelles ainsi qu'à leurs participants. Selon le texte, les amendes peuvent aller jusqu'à 500 millions de francs CFA, sans possibilité de circonstances atténuantes ni de sursis. Au mois de mai, le ministre nigérien de la Justice, Alio Daouda, estimait sur la télévision d'État que l'homosexualité n'est pas conforme aux valeurs sociales et culturelles du Niger. Depuis plusieurs jours, les réseaux sociaux nigériens font état d'un vaste coup de filet dans les milieux homosexuels. En 2025, 2 jeunes femmes, d'abord relaxées, avaient été condamnées à une peine de prison pour outrage public à la pudeur. L'affaire avait fait grand bruit dans ce pays majoritairement musulman et conservateur, le Niger devient ainsi le 4e pays de la sous-région à durcir sa législation visant les personnes LGBT depuis l'an dernier après le Burkina Faso, le Ghana et le Sénégal. En sport, pour finir, José Mourinho a été nommé jeudi entraîneur du Real Madrid pour les 3 prochaines saisons, a annoncé le club madrilène. Âgé de 63 ans, l'entraîneur portugais a déjà entraîné le Real entre 2010 et 2013. Considéré comme l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football, il va reprendre en main un club qui reste sur 2 saisons sans trophée majeur. José Mourinho a été nommé jeudi entraîneur du Real Madrid pour les 3 prochaines saisons, a annoncé le club madrilène. Âgé de 63 ans, l'entraîneur portugais a déjà entraîné le Real entre 2010 et 2013. Considéré comme l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football, il va reprendre en main un club qui reste sur 2 saisons sans trophée majeur. Il succède à Álvaro
Ardelayo, qui avait lui-même pris les rênes du Real en janvier après l'éviction des Xabi Alonso, 8 mois après son arrivée. Mourinho rejoindra le Real le 13 juillet, précise le club dans un communiqué. Passé notamment par le FC Porto, Chelsea et l'Inter Milan. Le Special One entraînait le club portugais de Benfica depuis septembre 2025. Le club lisboète avait annoncé en début de semaine que le Real avait officialisé son intention d'engager José Mourinho pour un montant de 15 millions d'euros et précisé que l'entraîneur portugais avait donné son accord. Mourinho compte notamment à son palmarès 2 Ligues de Champions, en 2004 avec le FC Porto, en 2010 avec l'Inter Milan et plusieurs titres nationaux. Champion du Portugal à 2 reprises avec le FC Porto, d'Angleterre à 3 reprises avec Chelsea et d'Italie avec l'Inter Milan en 2009 et 2010. Lors de son premier passage au Real, il a décroché une Coupe du Roi en 2011 et un titre de champion d'Espagne en 2012. Florentino Pérez, réélu le week-end dernier à la présidence du Real, avait fait de l'entraîneur portugais son choix prioritaire pour revenir sur le banc. Le patron du club est convaincu que celui qui a posé lors de son premier passage les bases des succès de la décennie suivante, soit 6 Ligues de Champions en 10 ans. Vendredi 12 juin, mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité s'y continue.